Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Droit à la parole. C'est avec un grand plaisir que je vous présente cette émission, surtout dans cette année de notre 60e anniversaire comme pays indépendant. Nous avons accédé à la souveraineté nationale et internationale le 30 juin 1960, aujourd'hui 60 ans. Il nous est donc permis de réfléchir parce que le parcours est quand même relativement long. Pour parler aujourd'hui de notre indépendance, mais surtout des aspects puissants qui entourent cette célébration, j'ai le plaisir de recevoir un fils de ce pays, un homme d'État, un homme de la presse, le sénateur Léonard Shea Okitundu, à qui j'ai dit vraiment merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie, merci infiniment. Merci. Vous êtes effectivement un homme d'État parce qu'on ne peut plus vous présenter maintenant sous les multiples fonctions que vous avez occupées. Aujourd'hui sénateur de la République, vous êtes élu, vous avez été élu comme député national et puis sénateur, donc double brassard. Vous êtes dans le paysage depuis une vingtaine d'années. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre. À un moment donné, vous avez même occupé par intérim le poste du Premier ministre. Il y a même des documents que vous avez signés à ce titre-là. Mais je vous reçois aujourd'hui d'abord comme un nationaliste, comme un Congolais, comme un intellectuel. Quelqu'un qui a un regard assez appuyé sur la marche non seulement de notre pays, mais la marche du monde. Nous allons commencer par une tribune que vous avez signée. Vous avez signé une tribune dans notre presse à la suite de la mort de George Floyd. Avant que je n'aille dans le fond de la question, pourquoi vous avez décidé de signer cette tribune? Pourquoi? Je crois que, d'abord, merci d'abord pour l'invitation, pour cette discussion sur l'actualité brûlante de notre pays après le 60e de l'indépendance de la République démocratique du Congo, que nous avons célébré hier, dans des conditions assez particulières, comme vous le savez. Mais c'est quand même 60 ans que le Congo est indépendant. Donc il est question dès maintenant de faire l'état des lieux de ces 60 années d'indépendance et en même temps voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et en plus envisager les perspectives d'avenir. Je crois que c'est extrêmement important pour notre pays. Mais l'actualité brûlante aussi, c'est la question du racisme à travers le monde. Et qui s'est manifesté très particulièrement dans un pays qui est considéré comme la première puissance du monde, les États-Unis d'Amérique, qui a un passé pas tout à fait glorieux en ce qui concerne les relations entre les peuples des races différentes. Par conséquent, cette tribune, je l'ai signée pour quelle raison? C'est l'image que tout le monde a vue, et particulièrement actuellement à travers les réseaux sociaux. Donc cette image est rentrée dans tous les foyers du monde entier. Chacun a pu suivre ce qui s'est passé aux États-Unis et a suscité non seulement une révolte, mais aussi une colère à travers le monde, parce que ce genou du policier américain sur le cou de George Floyd, tout simplement parce qu'il était noir, tout en étant citoyen américain. Et comme je l'ai rappelé, cette image a montré avec beaucoup d'évidence le fait qu'il y a des citoyens qui vivent le sort des citoyens de seconde zone, dont la première puissance économique du monde. C'est ça qui est révoltant. Donc par conséquent, on a remarqué, d'ailleurs j'ai mon ancien collègue sénégalais qui a
interpellé les consciences africaines parce que très peu de personnes ont réagi par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. Et dans notre pays aussi. Mais militants de droits de l'homme de tout le temps, ancien ministre des droits humains, et puis ensuite combattant contre le racisme à travers le monde dans tout mon parcours politique. Pensant à Nelson Mandela, toute la lutte que Nelson Mandela m'a menée jusqu'à accepter la privation de liberté pendant plus de 3 décennies. On ne pouvait pas rester indifférent. Il fallait briser ce silence et ensuite manifester sa solidarité et se joindre à la colère et à l'indignation qu'a provoqué ce crime ignoble. C'est pour cette raison, effectivement, Vous avez signé cette tribune et je voudrais, pour les téléspectateurs, lire 2 petits extraits de cette tribune parce que vous avez vous-même rendu, vous avez trouvé les mots qui convenaient à la circonstance. Alors qu'est-ce que vous dites? Vous dites, dans un extrait de cette tribune, vous dites « Quand on a fait sien le combat mené par les peuples frères d'Afrique australe sous la houlette de Nelson Mandela contre l'apartheid, quand on s'inscrit dans une fraternité avec les Afro-Américains dont les ancêtres ont été cruellement arrachés à leur terroir continental et réduits en Amérique en bêtes de somme avant de conquérir les statuts des citoyens en subissant les sorts des citoyens des secondes zones. » Vous continuez en disant « Quand on a vu l'image aussi bouleversante que scandaleuse du genou du policier pressant le cou de George Floyd, on est contraint de sortir du bois et de joindre sa voix à l'indignation et à la colère que suscite à travers le monde cet acte de torture ignominieux afin de rendre hommage à l'emblématique défunt. » Voilà l'extrait que j'ai choisi pour en fait aussi rendre hommage à votre courage. Parce que vous avez, parmi les Congolais, été parmi les seuls qui ont réagi et qui ont publié. Cette entrée en matière me permet quand même de revenir rapidement au racisme, parce que j'ai vu que dans le monde, du racisme à l'esclavagisme, on n'a fait qu'un pas. On a commencé à déboulonner des statues. Et curieusement, on a parlé du Congo, on a parlé de Léopold II, on a parlé des statues qu'on doit déboulonner. Et hier, le roi belge va même présenter des regrets pour ce qui s'est passé ici dans notre pays. Nous sommes toujours, quels que soient les dossiers dans le monde, le Congo finit toujours par trouver sa partition. Qu'est-ce que vous pensez de ce déboulonnement? Est-ce que c'est un refus de l'histoire? Parce que les statues sont là pour manifester l'histoire. Pourquoi on a déboulonné certaines statues? Que ce soit aux États-Unis, là aujourd'hui on parle de la Belgique, et il y a même des gens qui demandent que ceux qui sont ici soient déboulonnés. Alors vous voyez, encore une fois, c'est comme je l'avais dit. C'est-à-dire que George Floyd ne sera pas mort pour rien, parce qu'il aura fait bouger les lignes dans la lutte contre les humiliations le plus raciste que nous vivons actuellement dans le monde. Et les regrets du roi de Belge, c'est justement la conséquence de ce qu'on a vu aux États-Unis, le sort qu'a subi George Floyd dernièrement. Et c'est ce qui a provoqué une grande prise de conscience à travers le monde sur la question raciale. Et le racisme, comme vous avez vu dans notre pays, rime avec la colonisation. Nous avons l'avantage d'avoir vécu quelques années pendant la colonisation, et ensuite on a vécu la période post-coloniale, non seulement au pays, mais aussi à l'extérieur. Je crois qu'on est assez bien placé pour comprendre la situation, la question raciale. Et là, contrairement à ce que j'entends certaines personnes dire dans le débat actuel sur cette question de déboulonnage des statues, mais quand on élève une statue, quand on érige une statue pour quelqu'un, c'est justement pour magnifier ce qu'il aura fait à travers le monde. C'est ça la question, c'est pour magnifier, ce n'est pas pour rien. Donc,
l'ancien roi Léopold II, vous savez, a considéré la République démocratique du Congo de l'époque, l'État indépendant du Congo, comme sa propre propriété, avant de le céder à la puissance belge, donc à l'État belge. Et pendant la colonisation, vous savez ce qui s'est passé. C'était justement un régime le plus horrible qui puisse exister, non seulement des discriminations, mais des crimes contre l'humanité. Je vous rappelle que le président français a considéré dernièrement la colonisation comme un crime contre l'humanité. Parce que la colonisation rime avec l'exploitation, le racisme, mais aussi les humiliations. Par conséquent, élever une statue en l'honneur d'une telle personne, c'est magnifier ce qu'il aura fait. Et là, ce n'est pas du tout possible. Et c'est pour cette raison que, actuellement, je pense qu'on ne peut pas effacer l'histoire. C'est vrai. Et puis, à l'époque, peut-être on considérait Léopold II comme ayant fait une œuvre civilisatrice en République démocratique du Congo. Soit. Mais maintenant que l'on a pris conscience que, contrairement à ce qu'on a pensé à l'époque, c'est un monsieur qui a quand même humilié le peuple congolais, inévitablement, il faut en tirer les conséquences. Et par conséquent, il faut trouver une solution médiale. Ce monsieur fait partie de l'histoire, effectivement, mais on ne peut pas cautionner ce qu'il aura fait comme méfait dans notre pays. Et voilà, par conséquent, et là je joins ma voix à ceux qui réclament qu'il faudrait que ces statues soient déboulonnées et qu'on les range dans les musées. Et en ce moment-là, on expliquera pour quelles raisons on aura déboulonné et ensuite mettre l'accent sur les méfaits que ces gens ont commis dans notre pays. Alors nous avons trois rois, je vois trois rois. Vous avez Léopold II, vous avez les rois Baudouin en 60 et aujourd'hui vous avez le roi qui est en Belgique, aujourd'hui le royaume. Léopold II commence l'œuvre d'exploitation du Congo et 80 ans après, son successeur, dont son arrière-petit-fils, le roi Baudouin, il dit le Congo a subi les génies créateurs du Léopold II. C'est même le jour de l'indépendance, quand il donne les paroles, il explique ce qui a été fait ici, il dit c'est une œuvre civilisatrice certes, mais qui aura été le génie de Léopold II. Aujourd'hui, 60 ans après, sont donc les successeurs de Baudouin fait des regrets. Ces regrets, c'est pour ce que Léopold II a fait avant de céder à la Belgique, le Congo, parce que c'était à cause de méfaits qu'on a amené vers la Belgique le Congo, ou bien ces regrets portent sur toute l'œuvre de la colonisation qui aura duré quand même 80 ans. Il regrette quoi? Il regrette la colonisation, mais il regrette les méfaits de Léopold II avant que la Belgique ne reprenne le contrôle. Non, franchement, il faut féliciter le roi Philippe. C'est tout à fait clair. Ce message de Sa Majesté est le démenti du message de son prédécesseur, le roi Baudouin, au Palais de la Nation en 1960. Parce que le roi Baudouin, à l'époque, et d'ailleurs vous vous rappelez, après le discours de Patrice Lumumba, qui a été justement, là encore une fois, un démenti cinglant et immédiat après l'intervention du roi de Belge. Et puis, il faut quand même un peu reconnaître un discours un peu lénifiant de notre chef de l'État de l'époque. La réplique de Patrice Lumumba a irrité le roi de Belge, qui, si vraiment les circonstances s'y prêtaient, je crois qu'il prenait l'avion le même jour pour rentrer en Belgique. C'est-à-dire, il a d'abord commencé par glorifier l'œuvre de son prédécesseur, le roi Léopold II, et justement a parlé d'une œuvre civilisatrice. Et aujourd'hui, le roi, et là c'est vraiment une précision de taille par rapport à votre question, le roi Philippe aujourd'hui ne présente pas ses regrets uniquement pour ce qu'a fait son arrière-arrière-grand-père, le roi Léopold II, mais aussi l'État belge. C'est-à-dire que la même situation, sous une autre forme, a continué après la cession de l'État indépendant du Congo au Royaume de Belgique en 1908.
Donc les regrets de Sa Majesté prend en considération non seulement les méfaits commis pendant les temps indépendants du Congo, mais aussi pendant les 80 ans de colonisation. C'est pour cette raison qu'effectivement, il faut rendre hommage au roi. Et ces regrets, vous savez, maintenant il y a un débat. Pourquoi n'a-t-il pas présenté des excuses, mais uniquement des regrets? Mais dans ces regrets, il y a une reconnaissance, c'est-à-dire la reconnaissance des méfaits qui ont été commis à l'époque et puis par la suite. Et vous savez, en droit, la reconnaissance, c'est la constatation d'un état de fait préexistant. Alors, en même temps, et je crois que ce sont des considérations diplomatiques et aussi des politiques internes qui ont empêché le roi d'aller plus loin. Bon, encore que, on explique que c'est le politique et non pas le roi qui pourra par la suite présenter des regrets. Et il y a une commission qui a été mise sur pied et qui rendra ses conclusions peut-être au mois de septembre. Et à partir du mois de septembre, peut-être qu'on verra si on ira jusqu'à s'excuser devant le peuple congolais. Donc sur ce plan, vraiment, il faut féliciter le roi de Belgique aujourd'hui. Et en même temps, je pense que c'est un acte important qui permet de revisiter les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo et concevoir une autre politique d'amitié et de coopération qui sorte de cette conception presque paternaliste, caritative et philanthropique de la coopération pour qu'on revienne vraiment à une coopération d'égal à égal, et une coopération gagnant-gagnant pour l'intérêt réciproque des deux pays. Sénateur Cheo Kitundo, nous restons toujours sur la Belgique et je m'interroge, qu'est-ce qui a fait que, je ne minimise pas ce que vous avez dit par rapport à George Floyd, c'est vrai que ça fait une secousse dans le monde, mais qu'est-ce qui a fait que la Belgique aujourd'hui se sent dans l'obligation de présenter des regrets? Quels sont les facteurs? Nous n'avons pas demandé cela. Je n'ai pas vu en Belgique une pression interne ou des groupes de plaidoyer pour pouvoir demander cela. À votre avis, qu'est-ce qui a construit cette conscience belge pour qu'elle devienne une obligation pour le roi Philippe de présenter des regrets pour la colonisation? Quels sont les facteurs? Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Mais qu'un seul facteur, c'est le genou du policier américain sur sur le cou de George Floyd. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, Nancy, la présidente Pelosi de la Chambre des représentants, a enlevé tous les tableaux qui représentent des personnalités qui ont commis des actes ignobles en ce qui concerne le racisme. Donc la première puissance, c'est quand même la Chambre des représentants, ce n'est pas n'importe quelle institution. Et là, ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est à travers le monde entier. Et là, ce qui a été fait, hein, ce qu'on a considéré comme vandalisme par rapport au statut de Léopold II en Belgique, le roi, effectivement, ne pouvait pas rester indifférent. Et tous les pays à travers le monde ont dû réagir. Et pour la Belgique, vu que c'est aussi un pays colonisateur, et aussi les méfaits que nous avons évoqués tout à l'heure, commis au nom du roi de Belge, ici en République démocratique du Congo, je crois que le descendant de Léopold II ne pouvait pas rester indifférent. Il y a une conscience mondiale. Une conscience mondiale qui s'est créée, et c'est pour ça que j'avais dit effectivement que George Floyd n'aura pas du tout été tué pour rien. Alors, évidemment, la Belgique a présenté ses regrets. Aujourd'hui, 60 ans après, nous sommes indépendants. Mais nous avons construit notre société sous le modèle occidental. Le modèle, parce que nous venons d'un lien entre la colonisation et le racisme. Alors, nous avons construit notre nation sur le modèle occidental, un modèle dans les rapports avec le Congo qui est un modèle raciste. Est-ce que n'avons-nous pas, en tant que, inconsciemment peut-être, en tant que nation, reproduit le modèle belge fondé sur le racisme, en tant que nation? En tant que nation, et là, puisqu'on est en train de célébrer les 60 ans de notre indépendance, on ne peut pas ne pas penser évoquer Patrice Lumumba et sur cette question-là, effectivement. Parce que le combat qu'a mené Patrice Lumumba avec les autres pour l'indépendance de notre pays a
justement mis le doigt sur quelle forme d'État nous devrions construire dans notre pays. Et encore une fois, je vous rappelle que on a accusé à tort Patrice Lumumba d'être communiste, alors que lui, il a toujours dit qu'il n'était pas question d'être inféodé dans un des blocs, qu'il soit communiste ou capitaliste, qu'il fallait absolument trouver une voie médiane qui respecte le nationalisme congolais. Nationalisme ici, pas au sens étriqué du terme, mais au sens universaliste du terme, à la fois sur le plan interne, mais sur le plan international. C'est-à-dire que Patrice Lumumba voulait que nous traitions avec qui nous voulons, pour autant que ça profite à la République démocratique du Congo en tant que nation. Donc nous voulions une nation universaliste, c'est-à-dire qui rassemble toutes les ethnies de notre pays dans un peuple. Hein, c'est vraiment important sur ce plan-là, mais en même temps, pour la construction de la nation, nous devrions nous inspirer de ce qui s'est passé à l'extérieur, mais en respectant les valeurs nationales et la personnalité africaine. Mais alors, je reviens encore, j'insiste, que la classe politique, le racisme, c'était que nous partons du principe qu'il y a des races supérieures et des races inférieures. Et les races inférieures produisent des citoyens des secondes zones à qui on a refusé tous les droits. Alors, si cela se reproduit dans notre schéma, c'est que nous avons dans ce pays une classe qui a accès à tous les droits et des citoyens des secondes zones. Et est-ce que, c'est cela que l'on constate, le Congo aujourd'hui est entre les mains d'une certaine classe qui se reproduit, qu'elle soit de l'opposition ou de la majorité, qu'elle soit du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, c'est cette classe qui se reproduit au mépris du grand ensemble. Est-ce que ce n'est pas un héritage finalement de ce racisme hérité de la colonisation qui se reproduit dans notre pays? Et effectivement, je crois que pendant la lutte pour l'indépendance, et ça c'est aussi toute la question, et il y avait une minorité d'élite, dont Patrice Lumumba d'ailleurs, à l'époque, et la majorité était particulièrement, on peut dire, analphabète. Et il y avait un véritable contraste entre une minorité élitiste et la majorité de la population qui n'était pas encore instruite. Effectivement. Alors, comment faire pour éviter la reproduction sociale? C'est-à-dire qu'on conduit ensemble. Et effectivement, là encore une fois, on pose la question sur le plan idéologique, sur quelle forme d'État nous voulons vivre dans ce pays. C'est pour cette raison que la question idéologique dans notre pays est une question fondamentale. Quel genre de système, quel régime il nous faut pour notre pays, quelle forme d'État il nous faut dans ce pays. C'est pour cette raison, encore une fois, je vous renvoie au débat des années 60, il faut absolument que la question idéologique dans le pays soit une question fondamentale, parce que tout commence par l'idéologie. Et il y a beaucoup de gens qui négligent ici. Et c'est l'idéologie qui, effectivement, nous permet de combattre la reproduction sociale. Nous sommes sociaux-démocrates. Nous avons opté pour la social-démocratie. C'est-à-dire que nous avons refusé l'ultralibéralisme à cause des injustices que cela produit, même s'il y a efficacité sur le plan économique. Mais nous avons refusé aussi le communisme, parce qu'il y a inefficacité sur le plan économique, mais il y a quand même une volonté de justice sociale. C'est pour cette raison que nous avons voulu concilier l'efficacité économique et la justice sociale. C'est justement pour lutter contre la reproduction sociale. Donc moi j'ai toujours dit que la social-démocratie est l'idéologie du millénaire. Aujourd'hui, l'actualité nous rattrape. Parce qu'à un moment donné, on a voulu vivre dans un régime multipolaire qui était en train de prôner l'ultralibéralisme. Mais vous voyez aujourd'hui qu'avec la pandémie actuelle qui sévit à travers le monde, il y a une remise en question sur la manière d'organiser la société. Aujourd'hui, l'État est incontournable. Cela montre effectivement qu'il faut absolument prendre en considération la nécessité
d'un État stratège. C'est très important, et particulièrement dans notre pays, et concilié avec l'efficacité économique. Par conséquent, nous devons opter pour le libéralisme économique, mais éviter, atténuer les excès de l'ultralibéralisme par des soupapes sociales. Et d'où la social-démocratie. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il est important dans notre pays, comme vous voyez même dans la situation actuelle. Je crois que la majorité des formations politiques aujourd'hui est social-démocrate. Je pensais qu'il y aurait moyen de trouver de passerelles pour créer une coalition large des sociaux-démocrates dans ce pays pour justement fonder les bases d'une conception de la société qui évite la reproduction sociale au détriment du plus grand nombre dans notre pays. Nous allons tout à l'heure revenir un peu sur la social-démocratie, mais dans la continuité de l'idéologie. Vous avez dit effectivement qu'on ne doit pas négliger l'idéologie qui formate finalement les grands ensembles. Mais tout en acceptant, vous l'avez dit pendant de longues années, vous êtes la social-démocratie, les grands partis ici, c'est des sociaux-démocrates. Mais en même temps que l'idéologie se construit, une autre idéologie non assumée, mais totalement partagée, a pris place dans le pays, c'est le tribalisme. Quand vous regardez la construction des institutions, vous regardez l'animation des différents postes, vous regardez les réflexes premiers des groupes ethniques face aux postes politiques, vous vous rendez bien compte que le tribalisme est une idéologie que personne ne sait assumer, mais que tout le monde pratique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? 60 ans après, Lumumba s'est battu pour que le Congo soit un et que les tribus ne constituent pas des critères de choix dans l'élaboration des politiques publiques. Mais je remarque, malheureusement, qu'en 60 ans après, le tribalisme, c'est l'autre idéologie non assumée. Mais tout à fait. Mais là, encore une fois, c'est le respect de notre loi fondamentale, la Constitution de la République démocratique du Congo. Je crois que dans la Constitution, il y a la question de la représentativité de toutes les couches de la population qui est inscrite en lettres d'or dans notre loi fondamentale. C'est le respect de la Constitution qui, justement, permet d'éradiquer le mal. Consacre le tribalisme ou éradique le tribalisme? Non, éradique. Parce qu'en demandant qu'il y ait représentativité, oui, ça signifie qu'on ne va pas regarder les gens par ce qu'ils apportent à la nation, mais on va les regarder par ce qu'ils sont. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut concilier les deux. Il ne faut pas qu'il y ait monopolisation du pouvoir par une ethnie. Ça, ce n'est pas possible. Ou même par une province. Il faut nécessairement qu'il y ait une représentativité à tous les niveaux de l'État, mais en tenant compte du facteur de compétence. Ça, c'est tout à fait évident. On ne va pas prendre n'importe qui, tout simplement parce que monsieur vient de telle ethnie au nom de la représentativité. La représentativité rime aussi avec la compétence, avec les aptitudes à assumer les charges de l'État. C'est cela qu'il faut trouver. Donc ici, cette question, franchement, a été résolue par notre loi fondamentale. Il suffit tout simplement d'appliquer la loi fondamentale dans sa lettre comme dans son esprit, et on arrive à résoudre ce problème. J'aimerais quand même qu'on s'essaye à un cas d'école. Ouais. Nous avons un Premier ministre qui doit faire la liste des membres de son gouvernement. Les facteurs représentativité provinciale, il intègre ça. Admettons que dans une tribu ou dans une tribu, il n'y a personne de cette compétence. Et que pour que l'on puisse régler les problèmes de l'État, on les retrouve. Ça peut arriver dans une autre tribu. Ne va-t-il pas faire la discrimination positive pour chercher absolument dans l'autre tribu quelqu'un? Cette obligation qu'il y ressent de trouver absolument dans une tribu particulière un représentant, c'est peut-être ça qui fonde le tribalisme. Non, autant que faire se peut. C'est-à-dire que si dans l'impossible, il n'y a personne qui puisse se remplir les charges de l'État et provenant d'une tribu, effectivement, il y a toujours moyen de trouver une solution palliative. Mais ça, c'est une exception. Mais en général, il faut nécessairement
tenir compte de la représentativité, parce que comme il y a une diversité d'ethnies dans notre pays, inévitablement, si on veut construire une nation, si on veut vivre dans le cadre d'un peuple, comme le dit la Constitution, il faut nécessairement que toutes les provinces, et je crois qu'on peut raisonner même en lieu place d'ethnie, s'il y a dans une ethnie impossibilité de trouver une personne capable d'assumer les charges qui sont requises, à partir de ce moment-là, effectivement, on verra au niveau de la province. Et dans chaque province aussi, il y a plusieurs ethnies. Mais il y a toujours des compensations à faire si on a vraiment la volonté de voir que toutes les couches de la population soient représentées. Il y a toujours moyen de trouver une solution. Mais pas mettre une personne à occuper des charges qui n'arrive pas à occuper tout simplement parce qu'il provient. Il représente la tribu. Tout à fait. En 60, il y a eu effectivement la table ronde de Bruxelles qui a préparé notre indépendance. Mais en 60 aussi, il y avait la table ronde économique qui n'a peut-être pas préparé notre indépendance économique. Aujourd'hui, 60 ans après, le modèle économique qui est le nôtre, c'est celui d'une économie dépendante de l'extérieur, dépendante des matières premières. Donc, les deux facteurs réunis, le pays reproduit la pauvreté. Parce que pas de valeur ajoutée, et si vous ne consommez pas ce que vous produisez, vous êtes un pays éligible à la pauvreté. 60 ans après, effectivement, nous sommes parmi les pays les plus pauvres. Le modèle économique que nous avons choisi, était-il compatible? Est-il compatible? Là encore une fois, vraiment, cette question dans le cadre de l'état des lieux des 60 ans d'indépendance est une question capitale. C'est pour cette raison que nécessairement, aujourd'hui là, nous devons nécessairement être dotés d'un État stratège. L'État stratège est fondamental aujourd'hui. C'est-à-dire que, et je crois qu'on avait commencé cette réflexion depuis un certain temps, qu'est-ce qui fait que 60 ans après, la République démocratique du Congo soit dans une situation qui le place presque à la queue d'autres pays qui étaient placés dans la même situation que nous et qui aujourd'hui sont devenus des pays industrialisés. Je prends par exemple, pour aller plus loin, sortir de l'Afrique, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud n'a pas de matières premières. La Corée du Sud, l'État stratège, a misé sur la formation, sur l'éducation, et uniquement pour ça. Et aujourd'hui, ils n'ont toujours pas de matières premières, mais ils sont devenus aujourd'hui une des puissances économiques à travers le monde. Alors que leur trajectoire était ascendante, en République démocratique du Congo, nous avons plutôt régressé. Alors que la République démocratique du Congo était considérée d'ailleurs comme un pays un peu plus développé que la Corée du Sud. Donc il nous faut un État stratège. Alors si on va encore plus loin, qu'est-ce qui fait que certains pays considérés comme sous-développés il y a encore 30 ans sont devenus aujourd'hui des pays émergents? Et alors que nous, on a toujours fait du surplace, sinon régressé. Alors il faut qu'on amorce une réflexion là-dessus. Et c'est pour cette raison que moi j'ai dit, dans ce pays, nous devons faire un état des lieux et nous poser la question, même un travail d'introspection, et voir qu'est-ce qui fait que nous soyons aujourd'hui en retard. Alors la première chose, oui. D'abord, l'économie, elle est extravertie. Hein? C'est ça. Et nous avons misé aussi sur la monoproduction dans cette économie extravertie, notamment l'économie extractive. Aujourd'hui, ce sont les mines, particulièrement le cuivre, le cobalt, qui constituent 80% du budget de l'État, qui alimente le budget de l'État. Ce n'est pas normal. Et là, encore une fois, pour un État stratège, nous devons diversifier notre économie. Et aussi revoir notre conception en matière d'exportation. Aujourd'hui, je crois que c'est devenu une ancienne. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour que, avant d'exporter, nous devons exporter que des matières transformées sur place dans notre pays, avec une valeur ajoutée. Ça se tient en ce qui concerne les mines et pour l'exportation extractive. Mais
l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire, la souveraineté alimentaire aujourd'hui. Vous avez remarqué que nous importons tout en ce qui concerne l'alimentation, alors que le Congo était un pays agricole, un pays exportatrice des matières vivrières. Aujourd'hui, nous sommes importateurs. Ce n'est pas normal. Donc là, encore une fois, il faut diversifier notre économie. Donc la diversification de l'économie, l'exportation après une valeur ajoutée, et je crois que c'est des facteurs importants qui peuvent redynamiser notre économie. Je reviens un peu au concept du même État stratège. Ouais. Comment s'est fait la mutation? Nous avons aujourd'hui un État qui fonctionne. Pour qu'il passe de ce qu'il est aujourd'hui à un État stratège, quels sont les facteurs de mutation? Est-ce que c'est des hommes qui changent? Est-ce que c'est des politiques nouvelles qu'on adopte? Est-ce que c'est une réforme? C'est sur quelle base? Nous devenons un État stratège après avoir fait quoi? L'État stratège, je crois que les ressources humaines, nous les avons. On ne peut pas dire aujourd'hui que le Congo ne dispose pas des ressources humaines. Je crois que nous les avons. Ce qui nous manque aujourd'hui dans l'État stratège, c'est de concevoir une politique publique qui nous permet de sortir de l'ornière actuelle et respecter effectivement les termes de cette politique publique et dans tous les domaines. C'est ça, à mon avis, l'État stratège. C'est-à-dire, il a nécessairement, comme on le fait généralement d'habitude, il faut mettre une commission sur pied, indépendamment du gouvernement. Comme vous savez, le gouvernement souvent gère le quotidien et par conséquent n'a pas souvent de recul. Donc il faut mettre sur pied une commission qui réfléchit sur les termes d'un État stratège dans tous les domaines vous êtes pour nous permettre. Sénateur, vous avez la possibilité d'entamer une telle réflexion. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez aujourd'hui la latitude. Ce n'est pas une démarche individuelle. Je crois que c'est une démarche collective. Je crois que toutes les disciplines doivent être représentées dans la commission pour qu'on fasse un travail conséquent qui prend en considération tous les aspects qui nous permettent de sortir de l'ornière actuelle. Mais nous devons disposer nécessairement de l'État stratégique. Regardez par exemple, je crois, ici ce n'est pas pour faire les louanges, pour glorifier la République populaire de Chine. Bon, c'est un pays communiste, c'est tout à fait vrai. Mais c'est quand même terrible. Il y a 20 ans, ou même 25 ans, la République populaire de Chine était considérée encore comme un pays en voie de développement. Oui. Même si actuellement, il continue toujours, par rapport à certains indicateurs, c'est toujours considéré comme un pays en voie de développement. Encore que c'est la deuxième puissance économique du monde. Qu'est-ce que la Chine a fait pour devenir ce qu'elle est? Je vous rappelle aussi qu'à l'époque, on considérait que c'était la fin de l'histoire, disait Fukuyama, après la chute du mur de Berlin. Et que par conséquent, le seul moyen aujourd'hui de développer un pays, c'est d'opter pour le libéralisme, hein, c'était ça, et les droits de l'homme, et le multipartisme et consorts. Or, la République populaire de Chine, tout en gardant un système politique monolithique, a pu libéraliser à sa manière son économie et jusqu'à devenir la deuxième puissance économique du monde. C'est ça l'État stratège. Hein? Alors, je ne dis pas qu'il faut copier ce qui s'est passé en Chine, mais il faut quand même se poser la question, ça doit nous interpeller. Nous devons nécessairement, sinon copier, et on ne peut pas non plus parce que nous avons le multipartisme et nous avons opté pour le système libéral, mais il faut absolument que nous on procède par trouver un système qui nous permet de rattraper notre retard et jusqu'à devenir aujourd'hui, parce que tout le monde crie aujourd'hui à l'émergence, mais ce n'est pas par des incantations qu'on arrive à l'émergence. Il faut d'abord définir les termes qui nous permettent de devenir un véritable État stratège. Sénateur, je voudrais attirer votre attention sur une réflexion et voir comment vous pouvez contribuer aussi. Je constate par exemple que depuis que nous avons opté pour la démocratie multipartiste, donc je prends les discours du maréchal Mobutu le 24 avril 1990. Nous étions dans un parti unique. En 90, le maréchal, pour des raisons qu'on ne va pas évoquer ici, ouvre le pays au multipartisme.
Je fais maintenant donc un parallélisme. Je constate que le multipartisme s'est développé, les institutions politiques se sont déployées dans le pays. En même temps que nous avons choisi la démocratie, multipartite, c'est les partis politiques, le pays s'est appauvri. Au fil du temps, plus les partis se développent, plus les partis s'installent, plus le multipartisme devient florissant, le socle sur lequel est assis le pays est en train de franchir. Au point que, et c'est une hypothèse simplement, je constate que la démocratie, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle est un facteur d'appauvrissement de la nation. Au point que tout le travail de l'État consiste à financer les institutions. 80% de ce qui est récolté, c'est dans les émoluments, les salaires des agents de l'État. L'État lui-même, il ne lui reste rien pour faire développer l'ensemble de la nation. C'est comme ça que je reviens à vous, parce que nous parlons de stratégie. Est-ce que l'option d'une démocratie multipartiste, avec beaucoup de partis et aujourd'hui avec beaucoup d'institutions, quand vous regardez, il y a énormément d'institutions aujourd'hui pour tout, pas seulement des institutions, celles qui sont dans la Constitution, mais celles qu'on crée tous les jours, agence ceci, agence cela. Mais en même temps, c'est assis sur la bonne faute. Avons-nous fait les bons choix de considérer que c'est la démocratie pluraliste, les élections, qui sont le choix de progrès? Je crois qu'il est impossible aujourd'hui de revenir sur le multipartisme. C'est des choix, et la République démocratique du Congo n'est pas une île. Je crois que nous vivons dans les constellations. Nous avons aussi des engagements internationaux et qui nous forcent effectivement à assurer la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'association. On ne peut pas revenir là-dessus. Tout est question de rationalisation. Par exemple, on peut procéder à la réduction de cette pléthore de formations politiques par la révision. On a essayé par le seuil, mais ça n'a pas marché. Oui, mais parce que le seuil n'était peut-être pas suffisant. Je crois qu'il y a encore moyen de réfléchir autrement. Et il y a une bonne réflexion sur la loi électorale. Il est possible de réduire ces formations politiques sans attenter à la liberté d'association. C'est ça justement le problème. Parce que il y a le multipartisme à travers le monde aujourd'hui. Si on prend en considération les États-Unis, il n'y a que deux partis principaux aujourd'hui. Et même aujourd'hui en France, le multipartisme est intégral, mais même par conséquent, donc il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire sur ce plan-là, pour regrouper le parti. Et tout à fait. Donc, parce que les grands principes sont définis dans la Constitution, mais la Constitution renvoie à la loi pour l'application des principes constitutionnels. Alors, il faut trouver un moyen de rationaliser justement la loi électorale pour parvenir à la réduction des formations politiques sans porter atteinte à la liberté d'association. À partir de ce moment-là, je pense que la pléthore des formations politiques dans notre pays, et puis vous avez remarqué aussi certains, sur papier, il y a des papiers, des formations politiques qui se réclament d'une représentation nationale, alors que dans le fait, ce sont des partis provinciaux, sinon des partis territoriaux. D'autres partis sont d'ailleurs unipersonnels. Donc par conséquent, il faudrait trouver une solution pour obliger toutes les formations politiques à avoir une représentation effectivement nationale. Et ça, c'est déjà un facteur important. Nous sommes en train d'évoquer les 60 ans de notre indépendance et la personnalité de Lumumba réjaillit davantage avec les regrets belges, avec le combat qu'il a mené. Aujourd'hui, vous devez être parmi les gens les hommes politiques les plus heureux d'avoir appris que les autorités de la nation, du pays, de l'État ont créé Lumumbafi. C'est un combat, c'est une justice, ou c'est comme les hommes politiques sont habitués, c'est un clin d'œil aux éventuels partisans. Comment vous avez considéré la création de Lumumbafi?
Vous savez, on a parlé tout à l'heure du nationalisme. Patrice Lumumba, je crois que dans sa pensée politique, il a mis l'accent sur l'unité nationale. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, au début des années 60, il y a eu cette peut-être pas une scission, mais en tout cas, il y avait une division entre les unitaristes et les fédéralistes. Patrice Lumumba considérait que le fédéralisme était l'antichambre, effectivement, de l'émiettement de la nation ou même de l'unité nationale. Et c'est pour ça qu'il tenait à tout prix à ce que nous prenions l'unitarisme, parce que l'unitarisme est décentralisé. Il a mis l'accent sur l'unité du pays dans le cadre d'une forte décentralisation. Visiblement, c'est le compromis que nous avons trouvé à Sun City, parce qu'il y avait une partie de nos compatriotes, des formations politiques qui prônaient le fédéralisme et d'autres l'unitarisme. Et nous sommes arrivés à un compromis sur une république qui prône l'unité nationale, mais dans la plus grande décentralisation et en confiant des pouvoirs plus ou moins autonomes à certaines provinces. Donc c'est ça le compromis que nous avons trouvé. Donc je pense que sur ce plan, aujourd'hui, si on pense à Patrice Lumumba, c'est à cause de cela, parce que ce sont les idées de Patrice Lumumba qui ont prévalu, parce que lui, il prenait l'unité dans la décentralisation. Et les circonstances de son assassinat aussi a provoqué aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en 1960, c'est un monsieur qui n'a pas laissé de sépulture, il semble qu'on ait été dilué dans l'acide sulfurique, et il n'y a pas de reste de Patrice Lumumba. Et là, encore une fois, pour honorer sa mémoire, pour perpétuer sa mémoire, une requête a été formulée non seulement dans sa province d'origine, et moi aussi j'ai fait partie du nombre de ceux qui ont réclamé effectivement qu'on prenne une initiative pour construire quelque chose qui puisse perpétuer sa mémoire. En le faisant, je crois que la province du Sankourou particulièrement, on ne voudrait pas provincialiser, c'est ce que j'ai dit, Patrice Lumumba. On ne veut pas ethniciser Patrice Lumumba, pas du tout. Voilà, tout à fait. Encore que Patrice Lumumba a mené sa carrière politique dans une autre province qui est la sienne. C'est particulièrement à Kisangani. Il était élu à Kisangani. Et d'ailleurs, très peu des restrictions du Sankourou le connaissaient. Par conséquent, aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que c'est un combat qui a été mené d'abord en province et qui a ensuite au sein du gouvernement de la République. Et là, il faut respecter toutes les autorités. D'abord, commencer par le Premier ministre Gizenga, le Premier ministre Mozito, le Premier ministre Matata et aujourd'hui Ilou Kamba. Et effectivement, sans oublier Joseph Kabila, qui lui a pris la décision pour répondre à la réclamation des notabilités du Sankourou, créer une ville qui rappelle la mémoire de Patrice Lumumba et qui puisse perpétuer effectivement sa mémoire. Alors, aujourd'hui, le décret qui crée la ville a été pris sous Mozito, à l'époque, le Premier ministre Mozito, mais il y a eu une certaine léthargie qui a fait que ce décret n'a jamais été appliqué. Ce que nous avons fait dernièrement, c'est de demander au gouvernement de la République d'appliquer le décret qui opérationnalise la ville, en commençant par la nomination des autorités urbaines et municipales et en permettant l'accessibilité de l'endroit des deux agglomérations qui forment aujourd'hui le Mombaville. Donc c'est ça justement. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a toute une réconciliation nationale autour de la mémoire de Patrice Lumumba. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que c'est une rebaptisation de la ville de Lodja ou la cité de Lodja en Lumumbaville, ou c'est la création d'une nouvelle ville, ce qui suppose la mise en place des infrastructures pour que ce soit une ville? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui est fait? Non, c'est d'abord dans le territoire de Katakokombe. Donc là, il y a deux agglomérations, on peut même considérer même trois agglomérations qui ont participé au parcours
à l'itinéraire de Patrice Lumumba dans sa carrière politique. D'abord, l'endroit où il est né, son village d'origine, c'est Onaloa. Bon, première chose. Ensuite, il a fait ses études primaires dans une agglomération voisine, donc à Ouembonyama. Et on a pris cela en considération. Et enfin, l'école secondaire, il a faite dans un autre territoire, le territoire de Lubefou, dans l'agglomération qui s'appelle aujourd'hui Tchumbe. C'est là qu'il a fait l'école secondaire avant justement d'aller à Kisangani. Alors, dans une première initiative, c'était de rassembler ces 3 agglomérations pour effectivement ériger une ville. Mais en même temps, ça posait des gros problèmes au niveau des entités territoriales. Comment arracher une entité d'un territoire et une autre entité d'un territoire, avec ce que cela implique, éventuellement des séparations d'autres agglomérations locales. C'est pour cette raison que finalement, il a été décidé qu'il y ait création de 2 villes pour concilier le fait de réunir les agglomérations qui ont participé à la trajectoire de Patrice Emery Lumumba, sans créer de problèmes sur le plan des entités territoriales. Alors, la première ville, c'est la ville Lumumba en tant que telle, réunit l'agglomération où il est né, donc Onaloa, et Ouembonyama où il a fait l'école primaire. C'est ce qui constitue aujourd'hui le Lumumba-ville. Bon. Et là, il y a 2 communes, la commune d'Onaloa et la commune de Ouembonyama, et autour de la mairie de Lumumba-ville. Et ensuite, il y a Tchumbe, la ville de Tchumbe, ça c'est dans le territoire de Lubefou, où il a fait l'école primaire. Là encore une fois, on a pris les 2 agglomérations de la place pour constituer une ville. Donc voilà les deux communes. Donc ce sont 2 entités décentralisées qui rappellent aujourd'hui la mémoire de Patrice Lumumba. Donc ce qu'a fait le chef de l'État avant-hier, c'est au fait concrétiser l'application du décret qui a déjà été pris. Et c'est ça, justement, c'est pourquoi nous le remercions très sincèrement. Et nous avons voulu que cette opérationnalisation de la ville soit effective. Et la meilleure manière de rendre cette ville opérationnelle, c'est de nommer les animateurs qui vont s'occuper de la gestion de ces 2 entités décentralisées. Et c'est ce qu'a fait le chef de l'État en signant les ordonnances. On attend peut-être qu'aujourd'hui, il y aura publication de ces ordonnances. En tout cas, sénateur Laurent Chokitundu, nous arrivons à la fin de cet entretien. Nous avons voulu explicatif de notre parcours et nous avons sciemment gardé ce nombre de thèmes. Mais j'aimerais vous poser une dernière question, une question qui va peut-être nous permettre aussi d'envisager l'avenir. Le Congolais, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements dans le pays, tous ces événements ont un dépôt sur la conscience congolaise. De votre avis, je sais que vous êtes un diplomate, vous mettez souvent des gants, mais là je voudrais vraiment que vous puissiez, en tant qu'aîné dans cette nation, les Congolais, pensez-vous qu'il est conscient d'appartenir à un pays indépendant? Pensez-vous qu'il est conscient d'avoir entre ses mains son destin? Ou bien le Congolais est toujours dans une mentalité où il attend que le bonheur vienne de l'extérieur? Qu'est-ce que vous pensez vraiment de la mentalité qui règne dans notre pays? Oui, il y a un gros problème là-dessus, et vous me connaissez, je reviens encore une fois sur la problématique idéologique. Je crois que c'est fondamental. Comme vous savez, je crois que les formations politiques jouent un rôle important dans la prise de conscience de nos concitoyens. Et malheureusement, ces formations politiques ne jouent pas le rôle. Ça fait longtemps, et vous m'avez vu d'ailleurs organiser un colloque ici sur la social-démocratie, c'est justement pour faire prendre conscience à nos compatriotes de la manière dont l'État doit se construire. L'État doit être organisé, l'État doit être animé. Et c'est ça. Donc il y a une grande responsabilité des formations politiques. Et vous savez aussi que c'est le tard, généralement en Afrique. Et il y a les partis politiques sont formés des individus juxtaposés et qui sont agglutinés autour d'une personnalité politique. Et lorsque cette personnalité politique disparaît,
le parti avec. Ça, c'est aussi un problème. Donc, alors qu'il faut institutionnaliser les partis. Mais pour créer un parti, pour institutionnaliser un parti, c'est autour d'une idéologie. Parce que c'est l'idéologie qui survit à la perte ou même à la mort de son leader, hein, pour que cette formation se perpétue. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui aux États-Unis, le Parti démocrate, le Parti républicain, mais aujourd'hui Trump peut mourir, le Parti républicain va continuer. Aujourd'hui, on a vu Obama est parti, le Parti démocrate continue. Ce qui n'est pas le cas chez nous ici. Et vous avez vu plusieurs partis ont disparu parce que leur leader a disparu. Et tout ça parce que ces partis ne sont pas structurés. Et pour structurer un parti, il faut que ce soit autour d'une idéologie. Hein, c'est très important. Et vous proposez la social-démocratie? La social-démocratie, en tout cas pour nous, et il y a beaucoup de partis ici qui se réclament de la social-démocratie, mais malheureusement, c'est sur papier. Je crois que, et j'ai toujours dit cela, on n'arrive pas du tout, mais à se comporter dans l'animation, hein, de la gestion de l'État aujourd'hui, en tenant compte de l'idéologie dont on se réclame. Et c'est ça le gros problème. Je crois que le grand déficit idéologique ici dans ce pays est un grand problème qui nous empêche de vivre. Vraiment, mais je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Et la pandémie coronavirus vient frapper à notre porte, à notre conscience. Et elle aura un effet sur notre organisation. Qu'est-ce qu'elle pourra influer? Comment elle peut influer dans les déficits que nous avons aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut influer? Là, les 3 mois que nous venons de vivre ici en confinement a dû faire réfléchir beaucoup de gens. Pas seulement en République démocratique du Congo, mais partout ailleurs. C'est surtout le rôle capital de l'État. L'État est indispensable. Et là, effectivement, c'est un procès du libéralisme aujourd'hui. Le libéralisme ne peut pas être débridé. Je crois que l'intervention de l'État est fondamentale. Et là, l'État doit jouer son rôle. Par conséquent, nous pensons que, surtout dans notre pays, je crois qu'il est grand temps qu'il y ait une véritable réconciliation sur le plan de la gestion de l'État. C'est vraiment important entre toutes les nations, toutes les formations politiques. Il faudrait qu'on se mette d'accord sur la manière dont on veut voir cet État être dirigé. C'est important et les animateurs de cet État aussi doivent prendre conscience de leurs responsabilités parce qu'aujourd'hui nous sommes interpellés. Et la pandémie aujourd'hui va accentuer les difficultés auxquelles la population actuellement est confrontée, notamment sur le plan du pouvoir d'achat. Parce qu'on va se réveiller avec un franc qui est en train de dévaluer de plus en plus. Et là encore une fois, l'intervention de l'État est capitale. Mais ça ne suffit pas. L'État ici n'a pas suffisamment de moyens d'intervention, encore qu'elle ne peut pas ne pas intervenir. Mais là encore une fois, nous devons, comme il a été fait dernièrement, compter sur la réflexion qui nous permet de mettre en valeur les différentes potentialités dont nous sommes dotés dans notre pays, mais qui ne sont pas aujourd'hui exploitées. Et c'est à partir de quelle manière? C'est encore une fois une ouverture vers l'extérieur, mais une ouverture dans une coopération gagnant-gagnant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aimeraient venir investir dans notre pays, mais il faut créer des conditions d'attractivité pour permettre à ces gens de venir non seulement créer les richesses, mais créer du travail, parce que c'est le travail qui libère l'individu, c'est le travail qui permet d'autonomiser nos compatriotes afin qu'ils se prennent en charge eux-mêmes et que nous sortions d'une situation actuelle de main tendue, et ce n'est pas une bonne chose. Merci beaucoup Léonard Chéo Kitundou, sénateur. Merci d'avoir été à toi la parole. Merci aussi amis téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Nous l'avons voulu relativement longue parce qu'elle était importante. Il fallait aussi que nous entrons dans les vifs de ce sujet. J'ai donc été très heureux de vous la présenter et j'espère vous retrouver à une autre occasion, surtout avec un autre invité de marque. Aujourd'hui, nous remercions en votre nom à tous l'invité Léonard Chéo Kitundou, sénateur. Au revoir et à la prochaine.